classification des MAV médulaires, base anatomique, architecturale et histogénétique. À vous. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup de me donner la possibilité de vous exposer ce travail que nous avons publié l'an dernier. Alors, image suivante. Quel est l'intérêt d'une classification? Pourquoi est-ce qu'on doit effectivement mettre des lésions dans des boîtes différentes? Eh bien, ceci pour une meilleure compréhension, de façon à parler un langage commun. C'est ça le côté très important, langage commun pour reconnaître donc de façon adéquate et tout à fait objective. J'insiste sur ce point d'objectivité, les différentes lésions médulaires que l'on peut voir, non seulement pour les comprendre, mais également pour favoriser alors à ce moment-là une orientation thérapeutique qui soit la plus adaptée possible. Image suivante. Le problème, c'est que, effectivement, comme un grand neurochirurgien l'a dit en 2005, il y a parfois plus de classifications que de lésions elles-mêmes. Et effectivement, quand vous regardez les discordances qui existent entre la littérature américaine, la littérature européenne et la littérature chinoise, vous voyez que les différentes façons de regarder ces malformations sont différentes, ce qui fait qu'il n'y a pas non seulement d'objectivité, mais en même temps pas de véritable réalité par rapport à ce que représente une malformation vasculaire médulaire. Image suivante. Alors, en fait, il faut regarder, et on va passer très rapidement là-dessus pour s'intégrer principalement sur les malformations atoveineuses intradurales qui atteignent la moelle, les racines ou le phylum terminal. En fait, quand on parle de malformation vasculaire spinale, on peut en décrire 4 groupes qui peuvent avoir des répercussions, et on verra à la fin de l'exposé de quelle façon ça peut agir. Il peut y avoir des malformations paraspinales, donc autour du rachis, qui vont influencer par leur drainage veineux la moelle elle-même, des malformations épidurales entre les durmères et la face interne de l'os, des malformations dans l'épaisseur même de la durmère, et puis ces malformations intradurales qui sont en fait les plus complexes, les plus difficiles à traiter et à reconnaître. Image suivante. Alors le problème, effectivement, c'est que dans la littérature neurochirurgicale, on se base sur des descriptions qui ont été faites par un très gros groupe de Robert Spetzler, qui était l'ancien patron de Phoenix en Arizona de neurochirurgie, Centre mondial de neurochirurgie vasculaire, et qui a décrit, qui est classifié en quelque sorte ces malformations dans divers groupes. Le problème, c'est que la description qu'il en fait, et on en a discuté, lui et moi, à certaines reprises, cette description, à mon avis, elle est fausse. Image suivante. Pour la simple et bonne raison que ce qu'il décrit, par exemple, comme une malformation intradurale dorsale, si on regarde bien son dessin, on voit bien que la petite artère rejoint la durmère et ça correspond à un véritable chêne dural. Image suivante. C'est-à-dire que la véritable intradurale dorsale, ce serait une malformation qui atteint la surface postérieure dorsale de la moelle et qui peut être donc de type fistule ou de type nidus. Et il y a plein d'autres discordances comme ça dans sa classification qui fait qu'on est très dubitatif par rapport à cette dernière. Image suivante. On va passer ça, image suivante, image suivante. Et donc, on s'est attaché, image suivante, avec un de nos fellows japonais qui était chez nous pendant 1 an, à regarder en détail la série que nous avons à Foch de 210 patients présentant une malformation vasculaire de la moelle. Et on a essayé de les regarder de la façon la plus objective possible en se basant sur l'architecture retrouvée à l'artériographie et en incluant cette nouvelle notion d'unité histogénétique que je vais vous décrire dans un moment. Image suivante. Et donc, on peut les classifier en fait en 2 types d'abord morphologiques. Il va y avoir ce qu'on appelle des fistules et ce qu'on appelle des nidus. La fistule, c'est une communication directe entre une artère et une veine. Et là, on va les diviser entre macrofistules, et ces macrofistules se caractérisent toujours par une ectasie veineuse géante qui va être la première voie de drainage de la malformation, et les microfistules, qui font en fait une communication directe artère-veine, mais qui vont congestionner simplement les veines sans créer cette volumineuse ectasie. La caractéristique de toutes ces fistules, c'est qu'elles sont toujours superficielles, à la surface de la moelle. Vous n'en trouvez jamais à l'intérieur de la moelle. Elles peuvent être antérieures, elles peuvent être postérieures, elles peuvent être latérales ou éventuellement enfouies dans le sillon ventral médulaire, ce qui en fait à ce moment-là des malformations sulcales, soit de type microfistule, soit de type macrofistule, avec toujours cette ectasie veineuse géante. Quand on rencontre une macrofistule, il faut immédiatement penser au contexte génétique sous-jacent parce qu'elles sont caractéristiques de la maladie de Randu-Hössler, du RASA1 ou d'une autre mutation EPHB4.
On y oppose à ces fistules les nidus. Alors, on a très rapidement ou très précocement, antérieurement, décidé que ces nidus étaient des lésions intramédulaires. En fait, quand on regarde précisément l'IRM et qu'on les corrèle avec les données d'architecture super sélectives, on se rend compte qu'il y a des nidus qui sont strictement superficiels extramédulaires. Et on voit bien sur cette image IRM ici, comme la moelle est repoussée un petit peu et le nidus est en dehors de la moelle. Il y a des lésions qui sont superficielles et qui vont simplement congestionner les veines au niveau du cordon sans avoir aucune atteinte parenchymateuse elle-même. Et il y a des malformations qui, elles, vont s'étendre un tout petit peu dans les cordons postérieurs et qui vont donc à ce moment-là avoir un envahissement au niveau de la moelle elle-même. Et là aussi, ça peut être à l'intérieur même du sillon ventral. Donc on comprend bien déjà d'un simple visualisation qu'il y a des conséquences thérapeutiques qui vont être beaucoup plus importantes et beaucoup plus faciles à traiter pour des nidus extramédulaires que si vous avez des nidus intramédulaires où vous allez être obligé de rentrer à l'intérieur de la moelle chirurgicalement ou par voie endovasculaire pour les déconnecter. Image suivante. En plus, ces lésions, elles peuvent être uniques, localisées sur un seul myélomère, soit elles peuvent être également multiples. Et là, on les a décrites et classifiées en lésions multiples monomyélomériques, c'est-à-dire que sur le même myélomère, sur le même segment, vous allez pouvoir avoir A et B des lésions de différents types, mais sur le même métamère, sur le même myélomère, ou au contraire des lésions multiples multimyélomériques, B et C, qui vont être localisés, comme vous le voyez à l'artériau, sur des segments médulaires différents avec une interposition de moelle normale entre les différents segments. Et puis, vous allez avoir des dispositions métamériques. Et là, on a été forcé d'être un peu grossier dans cette description, qui vont être soit horizontales, donc sur le même segment métamérique, qui vont atteindre par exemple la vertèbre et le segment médulaire en regard, ou plutôt sur des localisations plutôt verticales, ou comme dans un syndrome de Parkes-Weber, par exemple, vous allez avoir une atteinte du membre inférieur ou du membre supérieur associée à une lésion vasculaire médulaire. Image suivante. Ce qui fait que finalement, on peut également, et il faut peut-être dans l'avenir, intégrer ces unités histogénétiques. Alors, cette unité histogénétique, on les a focalisées, nous, dans notre étude sur la moelle. Certains auteurs commencent à travailler également sur ces histogénétiques cérébrales. C'est-à-dire qu'on a tendance à classifier le cerveau entre 5 lobes, frontal, pariétal, occipital, temporal, etc. Et en fait, il y a 16 unités histogénétiques qui sont caractérisées par un certain nombre de sillons et un certain nombre de circonvolutions qui comprennent toujours une organisation génétique particulière, spécifique à chaque unité, et qui va donc avoir une influence régionale sur l'organisation du réseau vasculaire et neuronal. Et au niveau de la moelle, qu'on a toujours tendance à définir en cervicale, thoracique et lombaire, en fait, il y a 5 unités osteogénétiques au niveau de la moelle. Cervicale, brachiale, thoracique, crurale et postcrurale, qui concernent là aussi, qui gardent là aussi une disposition génétique particulière, influencée par des gènes homéobox au départ, et qui ont des interactions génétiques particulières avec la vascularisation. Image suivante. Ce qui fait que même quand l'on regarde la disposition des différents types de nidus, de fistules, eh bien, on se rend compte que la répartition de ces différentes zones, de ces différentes malformations, varie d'une zone à l'autre, ce qui implique bien l'influence génétique par rapport à la vascularisation dans chaque segment médulaire. De là à penser qu'il peut y avoir une histoire naturelle différente en fonction des différents segments médulaires et des différents types de pathologies, pour moi, il n'y a qu'un pas que j'aimerais bien franchir dans l'avenir pour essayer d'approfondir un petit peu ces données et définir exactement là aussi l'histoire naturelle et donc les traitements à proposer à ces lésions. Image suivante. Ce qui fait qu'en résumé, les malformations les malformations vasculaires médulaires, eh bien, vous les classifiez sans shunt, sans communication artéroveineuse, qui peuvent être artérielles, ce sont des anévrismes que vous allez découvrir par IRM, par angio-RM ou par artériaux, ou avec shunt, ben, ce sont les malformations veineuses qui sont des cavernomes que vous allez uniquement distinguer à l'IRM et bien entendu ni à l'ARM ni à l'artériaux. Image suivante. Au contraire des lésions avec shunt, qui sont donc découvertes par IRM, par ARM et par artériographie, image suivante, et que là, vous allez pouvoir définir en paraspinal, épidural, dural, intradural, intradural atteignant la racine, le phylum ou la moelle épinière, image suivante,
et qui vont là aussi continuer de cliquer. On va avoir toutes les images qui vont se positionner. Voilà, merci. Et vous allez avoir effectivement sur les lésions médulaires, je ne sais pas pourquoi ça s'est mal positionné comme ça, sur mon ordinateur c'était bien, en fistule ou en malformation, micro, macro, avec le contexte génétique, superficiel ou intramédulaire. Tandis que les autres lésions, en fonction du drainage veineux, vont devenir symptomatiques ou non symptomatiques. C'est la veine qui va définir effectivement l'histoire naturelle et la symptomatologie de la lésion. Image suivante. Et bien entendu, clic suivant, vous allez pouvoir ensuite, en fonction de ces données intradurales, définir si la lésion est unique, multiple, de disposition métamérique et dans quelle unité histogénétique. Donc il nous semble bien qu'avec ces cathétérismes très sélectifs, ces reconstructions très spécifiques en 3 dimensions ou en cône beam de malformations, on arrive à approcher de façon beaucoup plus intime et surtout objective la classification de ces lésions pour définir un langage commun et aboutir finalement à une prise en charge thérapeutique qui sera sans aucun doute optimisée avec des risques thérapeutiques moindres, qu'ils soient endovasculaires ou chirurgicaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, impressionnant. Nécessite un petit peu de temps pour bien comprendre, probablement pour les non-spécialistes. Ça semble assez logique vu de l'extérieur. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Pas de questions sur la discussion sur le chat. Il y a des questions ou il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Et alors, donc moi j'ai une question sur le fait que c'est bien de faire des classifications, mais il faut que les gens les adoptent. Donc, comment est-ce que ça se passe de ce point de vue-là? Parce que c'est entre spécialistes que vous allez discuter de ça. Et c'est quelque chose donc il y a une publication, j'ai vu, et c'est quelque chose qui est en train d'être discuté au niveau des sociétés savantes, etc. Oui, alors jusqu'à présent, comme je vous le disais, c'était la classification de Spätzler qui avait droit de citer. Déjà au congrès des MAV, il y a 2 ans, on avait commencé à discuter, nous, un peu cette classification, devant Spätzler lui-même, avec un certain frisson, je vous l'avoue, me disant on va se faire casser la figure à la fin de la discussion. Et il était venu nous trouver en disant on n'est pas loin finalement de la classification. Et j'avais été très étonné parce que quand on a présenté le papier à la publication dans un gros journal neurochirurgical, je me suis dit on va se faire retoquer immédiatement parce qu'on critiquait justement les anciennes classifications. Et à ma grande surprise, le papier a été accepté d'emblée avec des critiques positives des 5 reviewers neurochirurgicaux qu'il avait à revoir. Donc on se dit qu'il y a peut-être quand même quelque chose qui tient la route dans cette description et on va continuer à travailler là-dessus pour essayer de la faire non pas adopter, peut-être, j'espère, mais du moins reconnaître en tout cas dans son efficacité. C'est assez logique qu'avec les progrès techniques et les progrès de compréhension et les classifications qui évoluent, je sais que c'est le cas aussi pour les MAV périphériques, où ça fait des discussions sans fin. Ben, merci beaucoup Merci à vous. pour cette présentation.